Une autre lettre. Alain Matteau, vous plongez votre main pour déterminer une autre question. I. Un I comme intérêt notionnel, ces fameux avantages fiscaux accordés aux entreprises. Alors on en fait quoi pour vous, Alain Matteau? Est-ce qu'on les supprime? Est-ce qu'on les réforme? Est-ce qu'on les développe? On en fait quoi? Mais moi, je suis convaincu que ces intérêts notionnels n'ont pas obtenu l'objectif escompté. Donc, premièrement, j'entends le MR qui promet une neutralité budgétaire, notamment avec le carburant, mais au niveau des internationales, c'est comme ça que le MR l'a vendu, c'est en disant ce sera neutre budgétairement. Ça veut dire que vous vous êtes fait avoir à l'européenne? Non, nous, on avait dit clairement qu'on le souhaitait à partir du moment où effectivement il y avait une neutralité budgétaire, mais ça, on ne sait le vérifier qu'après, et qu'on voulait un examen clair de l'ensemble et que ça créait vraiment de l'emploi. Alors, on se rend compte, moi je prends les déclarations de M. Reinders, qui dit que ça coûtera 800 millions d'euros et que ça a créé 3000 emplois. Ça fait 250 000 euros l'emploi. Je trouve que c'est peut-être un peu cher. Moi, avec 400 millions d'euros, j'augmente de 6 600 équivalents temps plein dans les soins de santé et dans les maisons de repos. Et donc, à un moment donné, les intérêts notionnels n'ont pas obtenu l'effet escompté. Qu'est-ce qu'on fait alors? On les supprime? Donc, il faut les supprimer et il faut évidemment éviter de faire peur en disant on supprime les intérêts notionnels et du coup on va augmenter la pression. Non, il faut revenir sur les entreprises, permettre aux entreprises d'avoir notamment de déduire les investissements sur fonds propres qu'on a supprimé avec les intérêts notionnels. Savez-vous que les intérêts notionnels, donc les PME, petits indépendants, représentent 42% de l'activité économique. Or, les intérêts notionnels n'ont bénéficié qu'à 20% de ces petites PME. Et donc, il faut revenir avec des propositions qui soient vraiment créatrices d'emplois et qui puissent demain permettre aux petites PME de se développer. Alors, les intérêts notionnels, c'est un mot compliqué, mais ça a permis surtout d'attirer des investissements étrangers. Le contraire, là, ça a permis d'attirer énormément d'investissements étrangers. Je crois qu'ils se trompent puisque le patron de l'AWEX, une agence wallonne, quelqu'un qui a fait sa carrière dans quelques cabinets socialistes, utilise les intérêts notionnels comme argument pour convaincre les entreprises étrangères de venir s'installer en Wallonie et de participer au plan de relance de la Wallonie. C'est donc un instrument très puissant pour attirer ces investissements. Et quand on fait le calcul de l'impact brut, net, etc., on ne tient jamais compte de cet impact positif sur des investissements un peu partout dans le pays. Donc pour vous, il faut les maintenir, ces intérêts, voire les développer? Il n'y a qu'en Belgique qu'on a des socialistes qui ne comprennent pas complètement le bénéfice de cette mesure. En Hollande, les Pays-Bas. Vous voulez dire que les socialistes sont archaïques en Belgique? Je pense. Les Pays-Bas, avec avec un ministre des Finances socialiste, viennent de copier cette mesure. Et il y a beaucoup d'investissements maintenant qui se dirigent plutôt vers les Pays-Bas que vers la Belgique. C'est donc un instrument important pour la compétitivité de la Belgique. Allez. Ça, il faut en tenir compte. Et comme M. Matteau, je pense qu'il faut améliorer le mécanisme pour permettre à des PME de mieux en profiter parce que ça assoit leur stabilité financière et leur permettre de développer plus d'emplois. On voit de nouveau la schizophrénie du MR, j'en suis désolé, mais à un moment donné, on plaide pour avoir une taxe européenne. Maintenant, enfin, parce que j'entends, moi, avec plaisir que maintenant, le MR est favorable à une taxe sur les transactions financières, et donc on veut une Europe plus forte, plus égalitaire en termes financiers, notamment avec, au niveau fiscal, par exemple, un taux minimum d'impôt des sociétés. Et puis à côté de ça, on met en place des mécanismes comme les intérêts notionnels afin de faire du dumping en termes de société, en termes d'aller chercher des sociétés ailleurs, autres européennes, pour les faire venir en Belgique. Donc il faut être logique avec soi-même. Les intérêts notionnels, il faut être clair et reconnaître que ça n'a pas eu l'effet escompté, ça n'a pas amené suffisamment d'emplois par rapport à ce que ça a coûté. Si le PS est d'accord, nous serions preneurs de mettre la fiscalité sur les entreprises au niveau moyen européen. Si vous voulez plus d'Europe comme ça, nous prenons. En Belgique, on taxe un peu trop les entreprises, on les décourage d'investir, on n'incite pas assez à la création d'activités, et nous sommes preneurs dès lors d'une harmonisation européenne si c'est pour permettre d'avoir un terrain sur lequel les règles du jeu sont communes à tout le monde. On change de sujet. Vite une lettre parce qu'il nous reste quelques minutes. Le T comme TVA. Ça peut être très rapide. La TVA sur les restaurants, elle a été abaissée de 21 à 12% il y a quelques mois. Pour le MR, il faut alors encore plus loin, descendre à 6%. D'abord, c'est un engagement politique de tous les partis politiques. Seul le MR semble fidèle à cette promesse qu'il a faite de baisser la TVA. Vous l'avez fait avec le PS et avec le CDH. La baisse de TVA de 21 à 12 est une demi-étape.
Le bénéfice de cette mesure, c'est de protéger l'emploi, d'encourager l'emploi dans le secteur de l'ORECA. Et pourquoi faut-il aller plus loin? Il faut aller plus loin pour permettre le deuxième effet attendu, qui est une baisse de prix pour les consommateurs. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut baisser à 6% pour le PS? Bon, écoutez, de nouveau, on rase gratos, quoi. Et on promet. Donc c'est non. Mais je crois que c'est pas ça la priorité, en tout cas. Je crois pas que ce soit la priorité de la majorité des ouvriers ou des personnes qui travaillent d'avoir une baisse au niveau des prix des restaurants. Oui, mais il y a d'autres mesures qui peuvent être beaucoup mieux ciblées et qui peuvent permettre de la création d'emplois. Et de nouveau, c'est de voir les sommes qu'on y alloue et où on va aller les trouver. Parce que je répète, moi j'ai vu le programme du MR où on voit que dans les propositions, on arrive à 4 milliards de promesses en termes de recettes en moins. Et puis on a toute une série de propositions. Mais comment est-ce qu'on les finance? À un moment donné, comment est-ce qu'on les finance? Donc là, vous êtes pas d'accord là-dessus. Allez, on tire une lettre à l'amato. Alors, on va peut-être parler de fraude fiscale. Voilà, fraude fiscale, F comme fraude fiscale, qui représente un manque à gagner pour l'État évalué à 20 milliards par an. C'est ce que dit une récente étude commandée, je pense, par la FGTB. Alors, il y a trop de laxisme et c'est la faute à Renders et à son secrétaire d'État, Claire Failly. C'est ça que vous dites, Alain Mato? Écoutez, en tout cas, moi, je me rends compte que l'ensemble des mesures que l'on avait votées avec la commission de lutte contre la fraude fiscale, il y avait 108 mesures. Sur un an, on pourrait dire c'est l'anniversaire, mais c'est un anniversaire sans gâteau. Pourquoi? Parce que sur les 108 mesures, il y en a 8 qui ont été réalisées et mises en place exactement. Et donc, moi, je me pose à un moment donné la question, quelle est vraiment la volonté? Alors, on joue sur les mots, on joue sur les chiffres, on va pas être d'accord, je sais bien, donc on va dire, oui, c'est faux, c'est pas 20 milliards, c'est 10, mais ce serait même 20 milliards. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils n'ont rien fait. Écoutez, en tout cas, on peut remarquer que si ils ont fait quelque chose, ils se sont battus sur les chiffres. Et ils ont chaque fois refusé les chiffres qui étaient mis en place. Ils faisaient des chiffres qui ont été mis par la VUB, donc l'Université libre d'Anvers, et ils ont été réaffirmés par l'ULB. C'est vrai, vous avez freiné avec Didier Renders, mais j'aimerais bien à un moment donné qu'on m'explique ce qui a été fait. Parce qu'en termes de lutte contre la grande fraude, sûrement pas. Le débat sur les chiffres est idiot. Il y a un an, dans le rapport parlementaire, M. Matot disait que c'était 30 milliards. Un an après, la FGTB fait une étude, c'est 20 milliards. On pourrait croire qu'il y a 10 milliards de fraudes qui ont disparu en un an. J'aimerais bien avoir un tel bilan. C'est évidemment pas ça. Ce sont les estimations qui sont un peu fantaisistes. Deux, sur les mesures qui ont été mises en œuvre, il y a dans le rapport de la commission parlementaire qui a environ un an 108 mesures. La moitié seulement d'entre elles, 58, concernent le fiscal, l'autre concerne la justice, la police et d'autres départements. Sur les mesures qui concernent le département des finances dont je m'occupe, 12 ont déjà été réalisées dans la loi programme de l'année passée. 12, les mesures sur les paradis fiscaux. Vous n'êtes pas d'accord. Vous dites on a travaillé, on a avancé, Alain Mato dit vous n'avez rien foutu. Troisième chose, je veux savoir quand même comment vous allez l'un et l'autre. Attendez, parce qu'il faut qu'on avance un peu, il nous reste à peu près 3 minutes. Quelle est votre priorité pour lutter contre la fraude fiscale? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire rentrer cet argent dans les caisses? Alors, il faut faire la fraude, elle est d'abord sociale pour une bonne partie, et ensuite elle a des conséquences fiscales de recettes qui ne sont pas là. Une bonne partie de la fraude, c'est ça, et l'étude de l'ULB le prouve. Et donc il faudrait faire en matière sociale autant de contrôles qu'on en fait en matière fiscale. Un chiffre. En matière fiscale, la lutte contre le travail au noir. Voilà. En matière fiscale, on fait 100 000 contrôles par an et ça rapporte 4 milliards de recettes. Beaucoup plus. En matière de fraude sociale, on a fait 15 000 contrôles par an et ça a rapporté 133 millions. C'est faux. Deuxièmement, il faut poursuivre on est à 400 millions les travaux qui sont en cours maintenant. J'avais 2 projets de loi que je comptais déposer prochainement pour améliorer l'échange d'informations au sein des départements finances et mieux traquer les fraudeurs. Et un projet de loi sur les enquêtes en banque qui permettait à l'administration, dans les cas de fraude, d'avoir accès à de l'information nécessaire pour lutter contre la fraude. Alors, est-ce que c'est le plus grave, c'est la fraude sociale ou bien... Monsieur Claire Failly lit mal l'étude. D'abord, elle prend en compte la fraude sociale qu'elle estime à 6 milliards d'euros. Et puis, il y a la grande fraude, parce que... Et la priorité, c'est celle-là, c'est la grande fraude fiscale. La grande fraude, c'est pas... Ou alors, on n'a pas le même coiffeur, c'est pas mon coiffeur ou mon boulanger. Lui, il n'a pas des comptes au Liechtenstein et il ne participe pas là qu'à Belux ou à d'autres choses. La grande fraude, on parle bien de montage avec des grosses sociétés qui ont la chance d'engager des experts fiscaux, évidemment, et de faire des montages particuliers pour éviter de payer l'impôt. Donc, dans les mesures qui doivent être prises, et à mon avis, rapidement, il y en a toute une série, on a déposé aussi des projets de loi. La levée du secret bancaire, le UNAVIA, le comité F, donc il y a toute une série de mesures, et je répète, il y a 61 mesures qui concernaient M. Renders. Sur les 61, il y en a 8 qui ont été mises en place sur un an. Alors moi, je m'excuse, mais quand on voit ça, moi, vous savez, quand on a eu fini la commission fraude fiscale, sur les 108 mesures, il m'a fallu, avec mon collègue Dirk van der Maal, à mon avis, 1 mois pour faire 3 propositions de loi. Je remarque ici qu'au niveau d'un cabinet qui devrait ne faire que ça, il y en a eu 8 sur un an. Allez, Bernard Claire Failly, la dernière question en 30 secondes. Pour lutter contre la fraude fiscale, une mesure à mettre en œuvre rapidement, si le MR est dans la majorité?
pouvoir mener des enquêtes en banque en cas d'indice de fraude, en respectant la vie privée de ceux qui n'ont pas fraudé, mais en pouvant être plus intrusif dans ceux qui ont des indices de fraude. Alors, on va terminer avec le mot compte triple. C'est un mot que vous voulez mettre l'un et l'autre en exergue. Alain Matteau, le mot que vous avez choisi? Pragmatique. Moi, j'essaye tout au long de ma vie politique d'être pragmatique et donc d'amener des réponses aux questions concrètes que les gens se posent, que ce soit en termes de propositions de loi. On l'a fait au niveau de la lutte contre la fraude. Donc, on a constaté toute une série de manquements et donc on est arrivé à faire des propositions concrètes pour lutter efficacement contre la fraude. Donc, c'est à un moment donné de pouvoir transformer dans le fond les demandes de la population par rapport à des actes concrets politiques. Votre mot compte triple, Bernard. Alors moi je fais anticonstitutionnellement parce que c'est le plus long mot de la langue française, ça fait beaucoup de points au Scrabble, donc c'était la petite touche d'humour. Mais ça permettait de le construire peut-être en plaçant d'abord le mot con, parce qu'on parle de confédéralisme, c'est le fédéralisme des cons, c'est un des grands enjeux de débat qu'on va avoir, mais on peut rajouter constitution ou anticonstitutionnel, et c'était un des enjeux. Je pense qu'il y a beaucoup de comportements, nos partenaires du nord du pays pour l'instant, qui ne sont pas respectueux de la Constitution. Alors justement, ces enjeux nord-sud, on va en parler dans Duel à la Une à partir de demain, puisqu'on fait évoluer la formule. À partir de demain et jusqu'aux élections, nous vous proposerons des face-à-face entre francophones et néerlandophones. Demain, ce sera l'écolo Marcel Cheron qui débattra avec Jean-Marie Dedecker. Bel après-midi et à demain après le JT.